Assalamu alaikum, bonjour Zulflaoun, Hamid Lello depuis la région de Washington DC. J'ai pas fait la sortie le vendredi dernier, mais comme promis, cette semaine, je vais vous parler du blanchiment d'argent en Algérie, un sujet très très important. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi réagir sur certains commentaires en ce qui concerne euh, la victimisation ainsi que l'état d'esprit actuel des Algériens par rapport à la situation politique, et économique et sociale en Algérie. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. 10 minutes pour vous parler. C'est court, mais bon, je vais essayer de couvrir le maximum de points. Un petit peu sur ce blanchiment d'argent. Donc, c'est quoi le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent, c'est une technique utilisée par les trafiquants de tout genre, hein. Les politiciens ripoux aussi, les corrompus, et pour dissimuler la présence de l'argent obtenu de manière illégale ou illicite. Donc c'est ça le blanchiment d'argent. On blanchit l'argent qui est sale, donc l'argent qui a une provenance douteuse, une provenance illégale. Il y a des moyens pour blanchir, c'est-à-dire prendre cet argent sale et l'introduire dans un circuit officiel et par conséquent lui donner une apparence légale et propre. C'est un phénomène qui avait commencé aux États-Unis dans les années 20. À l'époque, c'était le début des grands trafiquants d'alcool et tout ça, parce que c'était la période où l'alcool était interdit et tout ça. Alors, comment ils font? Alors, comment ils font? Ils font des placements. Par exemple, ils peuvent prendre cet argent qui vient d'une activité illégale, trafic de drogue, même l'économie informelle aussi, qui arrive à travers à travers les frontières, hein, les frontières poreuses. Et ils prennent cet argent qu'ils font rentrer dans le circuit légal. Une technique qu'ils utilisent, il y a une technique qu'on appelle empilement. Alors, la technique d'empilement, c'est de déguiser la provenance de cet argent. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent sale, on parle de quantités assez conséquentes, assez énormes, ils vont faire des transferts d'argent d'une société à une autre, mais ils vont faire plusieurs de manière à ce que la trace de la provenance de l'argent du début se perd à la longue. C'est-à-dire, quand quelqu'un a de l'argent, ils veulent, disons, ouvrir et mettre l'argent dans un compte X, eh ben, ils vont partir du compte A à un compte B, à un autre compte C, D, et etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent au compte final. Comme ça, quand il y a une enquête ou quelque chose comme ça, il faut remonter toute la filière et du coup, c'est très très compliqué pour les enquêteurs de remonter la filière. Autre chose, il y a une technique qui s'appelle la technique d'intégration. C'est-à-dire, c'est une technique où ils prennent cet argent, ils l'investissent. Ils l'investissent à travers des sociétés écrans. J'accuse personne, hein, mais vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. Par exemple, vous allez dans un quartier et vous travaillez, vous voyez, il y a 10 pharmacies. Franchement, comment ils gagnent l'argent, tous ces pharmaciens dans un seul quartier, ou bien 10 boulangeries, 10 ceci, 10 cela, eh bien, certainement, il y en a certaines, elles sont ouvertes juste pour maquiller la provenance de l'argent. C'est ce qu'on appelle les sociétés écrans ou bien des commerces écrans. Il y a aussi les restaurants, il y a les casinos, il y a les boîtes de nuit. Ce sont les circuits dans lesquels vous pouvez prendre de l'argent cash parce que l'argent sale, il est souvent cash. Pas souvent, mais tout le temps, c'est de l'argent cash et qu'on nettoie à travers des circuits très compliqués et complexes. Et aussi, une autre technique, c'est quand ils ont de grosses sommes d'argent, ils utilisent une technique qu'on appelle la technique de structuration.
C'est-à-dire que s'ils ont 100 000 dollars, ils vont pas déposer 100 000 dollars, ils vont faire des dépôts de 10 fois 10 000 dollars. Parce que aussi, il faut savoir, dans des pays, et je ne parle pas que de l'Algérie, mais un pays comme les États-Unis ou bien d'autres pays en Europe, il y a une somme limite au-delà de laquelle on ne vous pose pas de questions. Si vous voulez faire un dépôt dans un compte bancaire, si vous déposez 8 000 dollars, bon, ils ne vont pas trop se poser la question. Mais si vous essayez de déposer 12 000, 15 000 dollars, là, ils vont vous poser des questions. Et du coup, ces trafiquants, quand ils veulent nettoyer leur argent, ils déposent plutôt de petites sommes. Autre technique qu'ils utilisent, c'est le change de devise. On a parlé de ça, du square en Algérie, à Alger. Beaucoup de gens ont critiqué ma pensée ou mon analyse par rapport à la provenance de cet argent. Et bon, on va pas revenir. Si vous êtes intéressé, vous pourrez regarder les vidéos des semaines précédentes. Il y a aussi l'acquisition immobilière. On a vu, il y a des immeubles immenses qui montent en Algérie comme des champignons, à se demander d'où vient cet argent, parce que des individus qui arrivent à construire des immeubles à 15, 20, 30 étages, ça coûte beaucoup d'argent et ça aussi c'est utilisé. Il y a aussi une autre qui s'appelle l'art, les gens qui achètent des produits d'art, des tableaux, des peintures de non connus et comme ça aussi ils essayent de nettoyer cet argent. Donc tout ça, ces techniques sont utilisées pour un petit peu maquiller l'argent et sa provenance. Euh, il faut aussi savoir que jusqu'à maintenant en Algérie, jusqu'à maintenant, hein, j'invente pas, et d'ailleurs je vais vous montrer quelques documents, c'est le ministère de la Justice algérienne, euh, le régime, il est tellement à bout de souffle qu'il ne se soucie pas de la provenance de l'argent. Il a fait du pied aux Algériens en encourageant des ouvertures de comptes aussi bien en dinars qu'en devises. Vous le savez très très bien, vous amenez 1 milliard, vous le déposez, ils vont jamais vous dire d'où vient cet argent. Parce que parce qu'ils veulent récupérer cet argent, l'argent de l'informel, mais aussi l'argent de trafic. Et vous serez couvert par la loi. Et c'est ça ce qui se passe dans les pays où ils n'arrivent pas à contrôler leur économie. L'Algérie a signé et paraphé des accords hein, avec la communauté européenne, au niveau des Nations Unies, et pourtant, malgré ça, il y a par exemple au niveau du ministère de la Justice et des Finances, actuellement, à l'heure où je vous parle, plus de 30 000 dossiers à l'étude. On ne sait pas la provenance, ou on a des doutes sur la provenance de certaines euh, certaines, certaines activités ou bien de certaines richesses ou de fortune. Et aussi un autre élément qui est très très important, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre le commerce illicite ou bien contre l'argent sale si vous continuez à favoriser et à autoriser des transactions financières commerciales en cash. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez avoir une économie digne d'une économie bien propre où la compétition est loyale, vous ne pouvez pas faire de transactions en cash. Il faut que ce soit chèque, c'est-à-dire qu'il y ait des transferts d'argent de compte à compte et comme ça, c'est légal, c'est connu, c'est vu et sinon l'argent sale, l'argent cash souvent, pas tout le temps, mais souvent l'argent qui est cash, sa provenance est assez douteuse. Et aussi, ça dénote du manque de confiance dans les banques algériennes qui ne sont pas actuellement des banques, mais elles agissent comme des coffres forts où l'argent rentre et sort. Les techniques d'investissement, de financement qui sont connues à l'échelle internationale ne sont pas vraiment appliquées. Le volet maintenant numéro 2 de cette sortie, je vais parler des drogues. Bon, il y a deux types de drogues en général. Il y a le hashish, hein, le cannabis, et les drogues un petit peu plus importantes, graves, qui sont par exemple le cocaïne,
euh, et, euh, et cocaïne et autres. Euh, Souvent en Algérie, et d'ailleurs même le rapport que j'ai trouvé assez intéressant, il parle beaucoup de hashish et que ça vient du Maroc. Ça c'est vrai. Mais moi la question que je pose, comment se fait-il que on ferme les frontières terrestres et ça devient une zone militaire et militarisée et pourtant il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers de tonnes de hashish qui transitent depuis le Maroc jusqu'à l'Algérie et autres produits aussi. Ben, moi, je trouve qu'une seule explication à ça. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de deux explications. Moi, je ne peux pas croire que ce genre de trafic puisse se faire entre les frontières terrestres qui sont fermées, militarisées, sans la complicité des autorités locales, sans la complicité des militaires marocains et algériens. Ces trafiquants en tout genre sur les frontières algéro-marocaines ne peut pas se faire. C'est impossible. C'est humainement impossible de faire ce genre de trafic à cette grande échelle s'il n'y a pas de complicité. Donc pour moi, les coupables sont bien désignés, sont bien visibles, sont bien connus. C'est les autorités algériennes et les autorités marocaines qui sont complices, qui se disent ennemis, qui se battent soi-disant, qui nous font leur cirque, mais qui sont très complices et ils se partagent le gain, ils se partagent le business et ça, il n'y a pas à dire. Euh, Autre chose, il y a le trafic de cocaïne. L'Algérie, depuis une quinzaine d'années, est devenue une plaque tournante. La consommation de cocaïne en Algérie n'est pas aussi importante parce que, comme vous le savez, certainement, de ceux qui ne le savent pas, un gramme de cocaïne, c'est à peu près 300 euros. 300 euros pour acheter un gramme de cocaïne. Qui peut s'offrir ce genre de drogue si ce n'est les riches, les faux riches, les voyous qu'on a en Algérie et qui claquent des milliers de dollars par jour. Et eux, c'est des consommateurs. Le reste, c'est plutôt un transit. On le sait d'où ça vient d'Amérique latine, ça transite par l'Algérie, par la région du Sahel, et ça va dans des pays où les consommateurs sont beaucoup plus aisés, tels que l'Europe et le Moyen-Orient. Donc l'Algérie, c'est pas un grand consommateur de cocaïne, et pourtant on a eu un scandale de la cocaïne gate en 2000, si je ne me trompe pas, c'était en 2015, où ils ont récupéré à peu près 700. 2018, ils avaient récupéré 701 kilos de cocaïne au port d'Oran. Avant ça, ils ont récupéré en 2015 156 kilos au port de Baraki. Encore en 2015, ils avaient récupéré 80 kilos dans des bateaux. C'était des sacs jetés vers l'île Habiba qui est à côté d'Alger. Tout ça, qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote que cette prise de 701, c'est peut-être la plus importante, mais il y en a eu beaucoup avant et après. Pourquoi? Parce que dans le rapport, même ce rapport qui est du ministère de la Justice, ça dit que ces trafiquants, ils vont pas faire des trafics comme ça. Ils vont tâter le terrain. Donc, ils vont faire beaucoup d'essais. Une fois, ils font passer 10 kilos, 20 kilos, 15 kilos, 100, 700, 800. Et ce que vous prenez, les prises sont beaucoup moins importantes que les sommes qui sont arrivées à passer à travers les mailles du filet. Et c'est ça qu'on est désolé là-dessus. Maintenant, vous me dites, et qu'est-ce que font les organisations internationales, le ministère, le FBI et toutes les agences internationales? Elles observent. Elles observent, et moi j'avais dit dans le passé assez récent, qu'il y a eu deux grands trafiquants à l'international, l'ancien président du Honduras et le président comment s'appelle, j'ai oublié le nom, en Amérique latine. Ces gens-là, ils les ont laissés travailler, ils ont été supportés en particulier par les Américains, et au moment voulu, ils les ont piqués de chez eux, ils les ont mis en prison ici aux États-Unis. Et du coup, les responsables algériens qui sont encore en liberté en Algérie,
y compris le fils à Tebboune, et Tebboune même peut-être qui fait partie de ça, ils sont en liberté. Un jour, moi je ne serais pas surpris qu'il leur tombe dessus. Euh, c'est ce qui se passe dans les républiques bananières. Malheureusement, l'Algérie, c'est un régime bananier et c'est pour ça que ce genre de pratiques sont possibles. Et un jour ou l'autre, il va arriver beaucoup de choses assez graves et moi, j'ai peur pour ça. Maintenant, je vais finir la présentation, mais je vais faire deux annonces. Une, c'est que dans quelques semaines, j'espère que ça va marcher, je vais organiser une conférence débat entre un académicien, un professeur de finance et un entrepreneur algérien ou bien un créateur de micro-entreprises ou bien de start-up. Donc, je vais organiser ça, c'est pas encore confirmé, mais ça va être un débat à peu près d'une heure contradictoire entre deux spécialistes, un qui est dans la pratique et l'autre qui est dans la théorie, et ils vont nous expliquer toutes les possibilités qu'il y a en Algérie. Un autre point, quelqu'un m'a demandé de faire un commentaire. Il m'a dit, est-ce que vous avez suivi la Coupe africaine des locaux, amateurs? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ouverture? Effectivement, il y a eu un événement très 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 important auquel les gens n'ont pas fait de commentaires et ça c'est très important et pour moi c'est un signe parce que je prends toujours des indicateurs pour lire les événements. 2 ou 3 jours avant le commencement, c'est-à-dire le vendredi, ils ont fait l'ouverture du stade de Barraqi, soi-disant Tebboune, Chengueriha et toute la clique, la télé, les micros et tout ça. Ils ont fait leur cirque. Et pourtant, le premier jour de l'ouverture, au lieu d'être présents, ils n'étaient pas là. Les deux n'étaient pas là parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire insulter par le peuple, ils allaient se faire huer, et c'est une autre preuve que l'Algérien et ce système, ils n'aiment ni Tebboune ni les autres, et c'est pour ça qu'ils n'osent pas se présenter devant le peuple parce que ça ne marchera pas. Voilà, ça pour clore, je peux vous donner des chiffres. Euh, Par exemple, et ça vient du ministère de la Justice, 2013, il y a eu 211,5 tonnes de cannabis, ça c'est des prises. En 2018, il y a eu moins, il y a eu 25 tonnes. Par contre, cocaïne, en 2015, il y a eu 88,2 kilos de prises. Et en 2018, il y a eu 670 kilos. Vous voyez un petit peu comment est-ce que les substances psychotropes, les comprimés, en 2015, une prise de 637,961 comprimés. En 2018, en 8 mois seulement, ils avaient fait une prise de 957,403 comprimés. Donc, c'est des chiffres que vous pouvez lire. C'est des études. Toutes mes observations sont basées sur des études, qu'elles soient proches du pouvoir ou pas. Je fais toujours des études académiques. Merci d'avoir suivi. Be the change. Soyez le changement. Be safe. Take care. Salam alaikum.